Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien, que vous avez bien réveillonné. Tesla nous a fait un cadeau de Noël hein, en nous ayant permis la mise à jour de son ordinateur de bord, donc la V11. Et je pense que normalement vous devriez l'avoir hein, également. Moi, je l'ai eu le 24 décembre. Et bon, c'est une mise à jour en fait mi-figue mi-raisin pardon pour certains parce que il y a des fonctions sur lesquelles il va falloir se réadapter. Et notamment moi qui aime bien me simplifier la vie avec la Tesla, j'avais repéré, j'ai déjà repéré en fait quelques astuces pour gagner un petit peu de temps dans la navigation des menus, etc. Voilà, donc on va attaquer le premier point, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner là juste en bas pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et puis voilà, on attaque, à tout de suite. Un point qui peut être un irritant pour certains, et moi y compris, hein, c'est qu'on n'a plus ici le chauffage comme on l'avait auparavant. Donc à présent, on a le chauffage ici qui est affiché en bizone. Et on ne peut plus en fait afficher donc par exemple le siège chauffant. Donc moi je trouvais ça bien pratique hein, parce que je m'en servais très souvent hein. C'est une fonction que j'utiliserai plus dorénavant. Enfin, j'achèterai plus une voiture qui a plus les sièges chauffants. Et donc là on est obligé de rentrer dans ce menu. Donc pour ce menu il y a plusieurs choses à connaître. La première chose en fait, c'est ici en appuyant simplement sur la température, on a ce menu qui monte comme auparavant, qui a un petit peu évolué hein, dans l'emplacement de ces boutons. Et il y a une fonction hein, qui a disparu de cet écran, c'est la fonction donc synchronisation de la température, donc soit bizone, soit monozone. Maintenant en fait, on peut plus le faire d'ici, on peut le faire que en appuyant ici, en faisant un petit glissé là. Pardon, en faisant un petit glissé, et vous voyez ici il y a le bouton split, donc pour décider si on souhaite l'activer ou pas. Et donc si je l'active, et la température, le contrôle de la température sera séparé, c'est-à-dire que ici je peux l'avoir à 24 degrés et demi et là à 22,5. Voilà, et si je remets ce bouton là, et c'est la même température pour le conducteur et pour le passager. Moi je préfère. Ça me gêne pas du tout que généralement je suis plutôt seul dans la voiture, et quand on part en voyage, j'ai jamais fait attention s'il y avait vraiment une différence. Enfin bref. Et donc je retourne en mettant donc le doigt dessus sur la température et en faisant un petit glissé. Ici vous voyez qu'il y a un menu simplifié hein, où je vais pouvoir contrôler la température, que je peux faire également comme ça hein. Voilà, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. On a le siège chauffant, on a le désembuage arrière-avant, et on a le petit bouton ici qui permet d'atterrir ici. Donc le petit bouton il sert pas à grand chose parce que finalement en faisant ça on l'a également. Et ici pareil, si je fais un petit glissé comme ça, je vais pouvoir contrôler la température. Et si c'est baissé, je peux avoir ici les mêmes fonctions que tout à l'heure. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand vous réglez la température, je dis n'importe quoi, hein, vous remettez ici de la ventilation vers le conducteur et passager. Donc vous n'avez toujours pas la fonction hein, pour avoir uniquement la ventilation pour le conducteur et pas pour le passager. Ça c'est un peu dommage. Et si on fait rien du tout, en fait, vous voyez que l'écran il va se fermer tout seul. Donc vous n'avez pas besoin d'aller faire une action et de s'apporter un peu de stress en plus. Voilà. Et bien sûr on a le contrôle de la ventilation à l'arrière ici, et pour ceux qui ont les sièges chauffants à l'arrière et je pense le volant, pour l'instant moi je l'ai pas donc je sais pas, mais vous pouvez donc ici régler les sièges chauffants à l'arrière. Voilà pour le nouveau menu température. Et j'ai aussi une excellente question d'Olivier dans mes commentaires, parce qu'Olivier a l'habitude donc d'allumer les sièges chauffants sans ventilation. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, depuis cet écran, si je veux allumer le siège chauffant, je suis obligé d'avoir la clim allumée. Si je l'éteins, le siège chauffant, lui,
hop, je suis obligé d'allumer en fait la ventilation pour avoir le siège chauffant. Donc Olivier lui ne souhaite pas ça. Et par exemple si je l'ai éteint ici, que je ferme la ventilation et que donc là la ventilation est éteinte, j'ouvre pour aller ouvrir mon siège chauffant, en fait c'est impossible. Donc ça c'est un petit peu contraignant. Et il y a une astuce toujours pour ça avec la commande vocale. Donc là j'ai bien le siège chauffant qui est éteint, pardon. Hop, je remonte. Le siège chauffant éteint, ventilation éteinte. Et donc en passant par les commandes vocales, on peut rallumer les sièges chauffants. Allumer siège chauffant passager. Voilà, et donc là le siège chauffant est allumé, mais on n'a aucune information sur cet écran là que le siège chauffant passager est allumé. Si je dis siège éjectable, voilà, tous mes sièges chauffants s'allument. Et donc si je vais dans la ventilation, donc là elle est éteinte à la ventilation, et donc on peut avoir les sièges chauffants sans ventilation du coup. En cliquant là, bah forcément je vais rallumer la ventilation et je vais avoir la preuve que mes sièges chauffants sont bien allumés. Et donc là si je referme, mes sièges chauffants eux restent actifs si je ne me trompe pas. Voilà, ils restent actifs. Alors, à savoir, merci Olivier pour la question. Et donc j'espère que la réponse est satisfaisante. Ah oui, durant la charge en fait, auparavant ici on avait le petit logo ici d'électrique qui est situé en plein au milieu ici. Et maintenant en fait il a disparu, donc on n'a plus la possibilité d'afficher directement la page avec la situation, le statut de la charge. Et donc en appuyant ici en fait je pensais qu'on pourrait le faire, mais ça marche pas. Ici on peut toujours basculer donc le kilométrage ou le pourcentage de batterie. Et en fait si on veut accéder donc à cette fameuse carte, il faut appuyer sur la toute petite batterie là. Et voilà, et donc là ça apparaît. Donc ça faut le savoir parce que du coup j'ai un petit peu cherché pour trouver cette fonctionnalité qu'on avait. Une autre information, donc ici on voit qu'on peut modifier la charge. On voit pas le pourcentage. Donc si je veux la régler à 80 ou à 100% par exemple, par contre on verra ici. Donc c'est une petite gymnastique à apprendre. On verra ici donc la limite de charge chez moi elle est à 419 km pour l'instant. Voilà, donc ça c'est deux petites choses à connaître. Et donc là si on veut fermer cette fameuse fenêtre, on va pouvoir appuyer sur la batterie pour la faire ouvrir ou fermer. Ensuite on va s'attaquer ici au bouton raccourci. Donc en faisant un appui long ici, vous allez pouvoir faire sortir ce menu, ou alors ici vous pouviez le faire d'ici. Et en faisant un appui long, on va pouvoir ici faire des changements, etc. Et descendre des icônes que vous voulez mettre en favori. Voilà. Moi je voulais commencer par vous montrer donc Spotify, qui a un petit peu évolué, et je trouve que ça c'est pas mal, hein. Parce que, alors, je vais juste faire retour. Ça c'est la page d'accueil de Spotify dorénavant. Et donc ici on a beaucoup plus de vues avec les photos et les albums, donc qui sont beaucoup plus visuels on va dire. On a toujours ici donc la possibilité de choisir les titres qu'on a joués récemment, les playlists, etc. Donc il n'y a pas de gros changements, mais la disposition je trouve est plus sympa, parce que quand on conduit en fin de compte, moi je l'ai dans les albums et il faut que ce soit très visuel en fait. Et donc quand on est comme ça, ben, là il y a beaucoup plus de visuel, moi ça me va bien. Autre information, pour tout ce qui est musique en fait, on va ici avoir le bouton qui permet donc de faire un menu déroulant, hop, en descendant, et ici on va pouvoir choisir ce qu'on souhaite. Donc plutôt que de par exemple je vais afficher la radio, devoir redescendre dans ce menu, de faire ça et d'afficher donc ici FM radio, ben, je vais pouvoir le faire directement d'ici en cliquant sur radio ou sur Bluetooth si je veux écouter la musique de mon téléphone. Et donc ce petit raccourci là est pas mal, parce que du coup ça veut dire aussi que j'ai plus besoin d'avoir autant de menus en bas. C'était un petit peu ce qu'on avait auparavant. On avait ici la note de musique, hein, et on cliquait sur la note de musique et ensuite on avait un menu où tout était regroupé.
Bah là en fait vous voyez que ici j'ai Tune In, bah, je vais pouvoir l'enlever de mes raccourcis parce que bah, finalement je m'en sers pas tant que ça. Et quand je vais écouter de la musique, bah, je cliquerai sur Spotify et puis ici je mettrai Tune In et j'aurai ici bah, les radios. Donc, toujours sur cette fameuse barre en bas avec les favoris. Donc les favoris, si on regarde bien, on en a 4 ici qui sont paramétrables. Ici on a donc la liste des applications sur la voiture. Et donc on en a un ici qui est perdu et qui est en fait le récent, le dernier qui a été utilisé. Donc là si je fais ça, alors je donne un exemple. Ici vous voyez, ici écrit My Apps, donc mes applications, et ici Recent Apps, donc qui sont les applications récentes. Et donc alors moi je trouve pas forcément qu'il y ait une bonne utilité à ça. Parce qu'en fait là par exemple j'ai utilisé le téléphone, bah, il va afficher le téléphone. Mais enfin, je vois pas trop l'intérêt. Moi, j'aurais préféré avoir bah, sur cette grande barre où il y a beaucoup d'espace encore, hein, la possibilité d'avoir plus de favoris finalement. Là, en fait, on a un truc qui apparaît de temps en temps. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, je suis peut-être un peu critique hein, par rapport à ça, mais moi, j'aurais préféré afficher ici mes favoris et avoir, je sais pas moi. 3 favoris de plus ici et du coup on aurait pu avoir quelque chose de plus complet on va dire. Là je vois pas trop l'intérêt d'avoir un récent qui apparaît mais où on a que 4 fonctions là qu'on va pouvoir afficher sur l'écran. Alors ensuite concernant la navigation, un point que j'ai trouvé très intéressant et c'est une belle amélioration. Donc là par exemple je vais rentrer une adresse. Voilà, je vais dire que je vais aller dans ce magasin là qui se trouve pas forcément à côté de chez moi. Donc là ce qu'il faut noter c'est le pourcentage qui est prévu à l'arrivée. Alors je dois refaire ça, c'est un petit peu chiant, mais ici on a donc le pourcentage prévu à l'arrivée. Donc on est obligé de descendre tout en bas de la carte pour pouvoir la voir. Avant elle s'affichait de manière automatique. On a ici donc le temps de trajet, donc 2h04, on va arriver à 12h09 avec 205 km. J'arriverai donc avec 23%, mais donc il faut bien descendre tout en bas. Donc avec cette information, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, voilà, moi, donc je vais d'ici à Eindhoven, hein, c'était un de mes anciens parcours. Je clique là sur les 3 boutons, et ici je vais pouvoir faire deux choses importantes. La première, c'est ajouter un stop. Donc là, je vais dire que je vais ajouter un stop, je dis n'importe, enfin je vais mettre n'importe quoi, je vais faire un stop à Anvers. Voilà, donc il fait son petit calcul. Et voilà, donc il va faire mon premier parcours ici jusqu'à Anvers, donc 1h20, 120 km avec ce que j'aurai, donc 51% à l'arrivée. Et ici, 22% jusque ma destination. Et là, si j'ai envie de faire un changement, par exemple, j'ai cliqué là, je vais faire Edit Trip, donc éditer le voyage. Et là, je vais pouvoir intervertir et dire, voilà, moi je vais aller d'abord à Eindhoven pour revenir à Anvers et je fais Done. Et là, effectivement, ça change la donne parce que je vais devoir aller jusqu'à Anvers et lui, jusqu'à Eindhoven pour revenir à Anvers. Et il va me dire, là, par contre, tu n'as plus assez d'électricité dans tes batteries. Donc, fais d'abord une supercharge à Eindhoven avant d'aller dans ton magasin et puis de revenir à Anvers. Voilà. Et donc, avec ces informations-là, moi, je sais que sur le superchargeur là, à Eindhoven, je vais devoir m'arrêter 15 minutes en faisant le préconditionnement, bien sûr. Donc, le préconditionnement, la dernière fois hein, sur mon trajet, on a vu que c'était pas forcément très efficace en faisant seulement 40 km. Je dis seulement parce qu'apparemment, il faudrait faire un préconditionnement d'au moins 100 km. Et alors, on entend tous les sons de cloche un petit peu en ligne. Et certains disent, 30 km ça suffit, 40 km ça suffit. D'autres disent, faut faire 100, 120 km ou 1h, 1h20.
Moi je pense que tout ça, ça dépend de la température extérieure bien sûr. Si dehors il fait 15 degrés, la voiture va préconditionner et elle va pas avoir besoin de préconditionner très longtemps. Quand il fait 0, moins 5 degrés, là elle va utiliser beaucoup plus d'énergie pour préconditionner, et donc ce qui annonce 1 heure ou 1h20, peut-être que finalement c'est pas 1 heure, 1h20, ça sera peut-être 2 heures ou peut-être plus, ou alors elle atteindra jamais, s'il fait moins 30 dehors, peut-être que la voiture arrivera jamais à chauffer suffisamment la batterie pour pouvoir supercharger. Et donc ça, c'est une information hyper importante, parce que Tesla n'en parle pas du tout. Il n'y a pas un tableau qui dit voilà, quand il fait 0 degré, il y a 1 heure de supercharge, enfin de préconditionnement à faire, et ainsi de suite. Donc on n'a aucune information de la part de Tesla officielle, et donc c'est que des suppositions qu'on a sur les forums, avec tout tout ce qu'on veut, quoi. Il y a des personnes qui vont dire il faut il faut préconditionner 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h20, et ainsi de suite. Donc moi je suis un peu perdu. La prochaine fois je ferai un test en préconditionnant au-delà de 100 km, on verra ce que ça donne. Moi dans mon trajet que j'ai fait sur mes 3 jours de ma vidéo, vous aviez vu que je pouvais pas faire plus de préconditionnement que les 40 km dans mon exemple où j'avais activé ça, parce que je partais d'un endroit et je faisais 40 km pour arriver jusqu'au superchargeur, donc j'allais pas tourner autour du superchargeur plus longtemps pour pouvoir charger un petit peu plus vite et utiliser plus de batterie. Il n'y avait aucun intérêt. Donc voilà pour sur petit aparté, parce que je pense que c'est important de le noter. Et donc là la voiture elle me dit simplement va d'abord au superchargeur. Ça me paraît logique, parce que d'ici jusqu'à Eindhoven, j'ai quasiment 2 heures de route, enfin 2 heures de route, et donc avec ces 2 heures en préconditionnant, je vais arriver avec une batterie préconditionnée, et donc ça sera mieux que d'arriver d'abord au Amazing Oriental, puis d'aller à la supercharge, parce que en faisant ça en fait la voiture ne sait pas combien de temps je vais rester sur place, et si je reste sur place 3 heures pour reprendre la route et aller toujours sur Eindhoven, j'aurais pas assez pour le préconditionnement. J'aurais peut-être préconditionné 5 km, 10 km, j'en sais rien. Et donc d'ailleurs on peut le voir ici je pense. Voilà, là on voit l'emplacement du magasin. Là on voit l'emplacement du superchargeur. Et donc si je vais d'abord ici pour aller au superchargeur, la batterie aura eu le temps de se refroidir. Et donc le préconditionnement aura servi à rien. Et si je lance un préconditionnement d'ici pour aller à là, et la voiture n'aura pas suffisamment préconditionné probablement si il fait pas chaud. Voilà. Un prochain point intéressant, donc au niveau de la navigation, quand on va cliquer ici sur navigation, avant on avait tout ce qui était point de charge qu'on avait donc en bas ici de la carte, qui a basculé en haut, mais pour tout ce qui est superchargeur, on va devoir passer dorénavant par ici. Et donc là vous voyez les superchargeurs qui s'affichent comme auparavant, et la possibilité donc de se balader sur la carte pour identifier lesquels sont les plus proches. Voilà. Ce qu'on voit ici, donc je sais pas si tout le monde était au courant, mais les superchargeurs qui apparaissent en rouge sont ceux que je vais pouvoir atteindre avec ma charge actuelle. Et donc vous voyez que dès qu'on sort de cette zone rouge et qu'on zoome ici par exemple à Düsseldorf, mon autonomie donc actuelle avec ma charge ne permet pas de l'atteindre. Et donc ça c'est un point important pour ceux qui découvrent un peu la voiture. Vous n'allez pas pouvoir donc choisir un superchargeur qui va au-delà de votre autonomie, mais du coup vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés, si la voiture vous dit que c'est bon, vous pouvez aller sur un des superchargeurs en rouge, vous allez pouvoir le rejoindre. Une autre astuce qui est pas nouvelle, mais ici vous pouvez choisir en fait le type de chargeur que vous allez rechercher. Donc lui il va afficher par exemple ici que les charges lentes par exemple. Si je fais ça et que je supprime, là je vais avoir que les chargeurs lents, et donc il va pouvoir me les afficher. Ils affichent ça tout en grisé du coup,
mais je vais pouvoir voir ce qu'il y a autour de chez moi. Donc quand on est en déplacement, c'est pas mal. Voilà, moi ce qui m'intéresse plus là, c'est la charge rapide quand je suis en déplacement. Et donc c'est ce que j'ai laissé d'afficher. Et auparavant, donc ce bouton là était en haut, là, enfin en haut à droite, maintenant il est à gauche. Et donc ça permet d'afficher par exemple toujours le nord en haut, ou de suivre la direction de la voiture. Voilà, donc il n'y a pas de gros changements à part la disposition du bouton. Toujours sur la recherche hein, sur les adresses. Donc là, quand vous allez rentrer donc une destination, hop, vous allez pouvoir donc ça c'est, il n'y a rien de nouveau hein, mais si vous voulez supprimer une adresse de passée, on va dire récente, vous allez ici pouvoir faire comme ça pour la supprimer. Voilà, on a une liste de favoris que pour moi ça c'est nouveau a priori. On peut ajouter des favoris en dehors donc de ce qu'on a, donc maison et travail. On peut rajouter des favoris. J'ai jamais fait attention, mais a priori on pouvait. Là on peut rajouter des favoris. Voilà, un autre point qui va intéresser pas mal de monde, parce que j'ai déjà eu des commentaires à ce sujet de personnes qui n'étaient pas forcément très contentes de l'emplacement de l'activation de l'anti-brouillard. Et donc dorénavant en fait, en faisant un petit soit poussé soit tiré donc pour activer les feux, et ben ici on voit sur l'écran la possibilité d'allumer les anti-brouillards. On le voit ici. Donc là si vous voulez l'allumer, vous cliquez dessus, et donc c'est plus simple que de devoir rentrer dans les menus en allant là, en allant dans lumière, et ici en allumant les anti-brouillards. Voilà, ça c'est une petite astuce hyper intéressante, parce que du coup même moi je trouve que ça me fait gagner du temps. Voilà. Je vais éteindre mes anti-brouillards, et donc vous avez toujours ici la possibilité d'allumer les feux, de les éteindre, voilà, ou de les mettre en automatique. Ça c'est ça n'a pas changé. Donc, toujours de la même manière pour les essuie-glaces. Avant on avait un petit bouton en bas pour les essuie-glaces, ou appuyer donc sur le commodo ici. Donc en faisant un petit appui, ça va déclencher l'essuie-glace, et en même temps je vais pouvoir afficher ici le petit écran des essuie-glaces. Ça n'a pas changé, mais peut-être que des personnes ne le savaient pas, donc je le montre également. C'est une des grosses nouveautés, une grosse disparition je dirais, sur la version 11, c'est la possibilité auparavant ici d'afficher l'odomètre ainsi que la pression des pneus. Maintenant on l'a plus du tout lors de la conduite. On peut plus afficher et la carte de navigation et ici donc le trafic. On est obligé d'aller dans la petite voiture ici, et donc pour dans un premier temps par exemple les pneus, on va pouvoir l'avoir ici, donc dans service, et on va avoir ici la pression des pneus. En soi c'est pas très gênant. Alors je comprends que c'est moins facile d'accès, parce qu'avant on a juste à faire un swipe et on l'affichait. Maintenant il faut rentrer, mais bon, c'est pas une donnée que je regardais tous les jours. J'imagine que comme vous l'aviez remarqué, moi j'avais ici une petite icône qui me disait que la pression des pneus était faible. Donc même sur les voitures plus classiques, hein, on va rentrer dans les menus et on va pouvoir afficher ici la pression des pneus. Donc ça c'est pas très gênant. Ce qui est un peu plus gênant pour moi, c'est la partie en fait sur l'odomètre. Donc maintenant on est obligé de rentrer dans Trip, et dans Trip seulement on va pouvoir afficher donc l'ordinateur de bord, hein, comme on peut l'appeler, avec ici la distance parcourue depuis la dernière charge, la consommation moyenne, etc. Donc ça je trouve que c'est un peu dommage, parce que moi j'aimais bien l'avoir d'afficher sur l'écran. Ça me permettait de savoir exactement où j'en étais sans avoir à bidouiller et à rentrer dans ces menus là, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. J'espère que ça reviendra rapidement dans la prochaine ou dans une prochaine mise à jour, de manière à ce que on n'ait pas à faire toutes ces manipulations et afficher ça. De la même manière ici on a toujours donc le petit énergie. Donc l'énergie ici ça nous permettra donc d'afficher la consommation sous forme de graphe.
sur les 10, 25 et 50 derniers kilomètres, sur la moyenne ou sur la conso instantanée, avec ici donc une projection qui est assez fiable, hein, qui permet de savoir en fait en fonction des 10 derniers kilomètres par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir sur ma projection de distance que je pourrais parcourir. Et ici du coup on a un démarrage d'un trajet, et donc ça permet de faire le focus uniquement sur le trajet actuel et donc pas prendre en compte ce qu'il y avait auparavant. Voilà, donc celui-ci il est accessible dorénavant par les boutons ici d'accès rapide. Voilà, pour la boîte à gants, auparavant on avait ici le petit logo de la voiture et on avait ici un bouton boîte à gants. Maintenant il a migré là-haut. Voilà, il n'y a pas, pour moi ça c'est pas très gênant, et sinon on a toujours la commande vocale, ouvrir boîte à gants. Ouais, et la boîte à gants s'ouvre aussi. Donc ça il n'y a pas un gros impact par rapport à auparavant. Et pour ceux qui recherchaient donc tout ce qui était connectivité, qu'on voyait affiché ici à l'époque, on avait la LTE, donc 4G, ou le Wi-Fi, la connexion Bluetooth, on avait même ici les profils de conducteurs. Tout ça a disparu effectivement donc de cet écran principal, et on est obligé de rentrer ici dans la voiture pour pouvoir l'afficher. Donc ça aussi je trouve c'est un peu dommage, parce que maintenant on est obligé d'aller là pour aller rechercher le Wi-Fi, pour se connecter au Bluetooth, etc. Donc un petit peu moins simple d'accès qu'auparavant. Là on a les diverses alertes. Donc, idem pour les profils conducteurs, hein, on les a maintenant dorénavant ici. Donc en cliquant là, on va pouvoir paramétrer donc les profils, rentrer une nouvelle personne. Donc là vous voyez je suis le seul à conduire cette voiture, et vous allez pouvoir rajouter d'autres profils de conducteurs par le biais de ce bouton dorénavant. Voilà, si vous voulez pas y accéder comme ça, en faisant un petit réglage par exemple sur le siège, il va le prendre ici et va demander en fait si vous voulez sauvegarder cette nouvelle position ou de restaurer. Donc si vous faites le moindre changement au niveau des rétroviseurs, au niveau du réglage du volant, etc., il va vous demander si c'est la nouvelle position pour votre profil. Une autre des grosses nouveautés qu'on a sur cette V11, donc c'est la possibilité d'afficher à cet endroit là donc la caméra quand on active le clignotant. Donc ça par contre il y a une activation à faire sur la voiture, quand vous y allez donc sur autopilote. Vous allez ici dans automatique, blind spot camera en anglais, en français ça sera les caméras automatiques d'angle mort. Et donc là faut pas oublier donc de l'activer, sinon vous l'avez pas. Donc une fois que c'est actif, là si je mets mon clignotant, alors je vais pas pouvoir le faire, ah si c'est bon, ça marche. Donc là je mets mon clignotant à gauche, et donc j'ai la caméra de gauche qui s'affiche. Et si je fais la même chose à droite, on a la caméra qui se trouve sur la droite qui s'active. L'emplacement, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, dans une de mes précédentes vidéos, c'est qu'il n'est pas génial, puisqu'ils l'ont mis ici, et donc il est un peu caché par le volant quand je suis assis à mon emplacement. Si je mets ma main en plus devant, je le vois pas, je suis obligé de tourner un peu ma tête, et en parallèle, si je mets par exemple sur la gauche, je vais regarder sur ce miroir. Et donc j'aurais préféré l'avoir en haut à gauche par exemple, même si ça gêne le trafic, mais bon, c'est quand on fait un changement de voie, j'ai pas forcément le temps ou l'envie de regarder sur la carte. Et donc idem si je regarde en déclenchant à droite, j'ai tendance à porter mon regard sur la gauche, pardon, n'importe quoi, sur la gauche, et donc c'est pas évident de devoir rebaisser le regard pour aller regarder s'il y a une voiture dans l'angle mort. Donc ça je trouve que c'est encore un petit peu dommage. Et comme on le sait en fait sur la Model 3, dans le rétroviseur en fait on n'a pas de petite lumière qui s'allume comme la majorité aujourd'hui des voitures qui ont cette fonction.
et qui prévient directement en fait quand on a une voiture dans l'angle mort, ben, on est prévenu directement sur les rétroviseurs. Ça on l'a pas, donc on va pas pouvoir faire grand chose parce que c'est du hardware. Mais pour une prochaine, moi je pense que ça serait même mieux que d'avoir la caméra ici. Ou alors il va falloir inclure une caméra un petit peu comme on a sur l'Honda E, une caméra qui se trouve carrément à cet endroit là quoi. De part et d'autre, et puis chez d'autres marques, je crois que chez Lexus ils le font et chez Audi également. Donc c'est bien et c'est pas bien parce que du coup ça fait plein de caméras qui servent pas à grand chose, enfin pas des caméras, des écrans qui servent finalement uniquement pour ça, et je suis pas sûr que ce soit très intéressant, sachant qu'en plus le rétroviseur physique n'existe plus, il n'y a plus qu'une petite caméra à l'extérieur de la voiture qui peut être peut-être fragile, hein, j'en sais rien. J'ai jamais testé, mais bon, c'est assez futuristique, c'est un coût également je pense, donc à voir. Moi je me satisfais d'avoir ce type de rétroviseur, mais par contre j'aurais bien aimé avoir cette petite diode hein, qui s'allume quand une voiture se trouve dans l'angle mort.